En ces derniers mois, la famille royale britannique a été plongée dans une tempête de tensions et d'incertitudes. Derrière les portes dorées de Buckingham Palace, les fractures au sein de la monarchie sont devenues plus visibles que jamais. Le roi Charles, dont la santé montre des signes de déclin, semble de plus en plus fragile à chaque apparition publique. Sa lutte a suscité des inquiétudes non seulement quant à sa capacité à remplir ses fonctions royales, mais aussi quant à la question imminente de la succession. Pendant ce temps, la reine Camilla s'est avancée avec une autorité croissante, consolidant son influence d'une manière qui a divisé le public. Pour certains, elle ne fait que combler un vide laissé par l'état de faiblesse du roi. Pour d'autres, sa présence ressemble à une prise de pouvoir silencieuse, ravivant les souvenirs d'anciens scandales et de ressentiments qui ne se sont jamais complètement cicatrisés. Au milieu de cet équilibre fragile des pouvoirs, le prince William est confronté à la responsabilité croissante d'assurer l'avenir de la monarchie, tandis que le prince Harry reste isolé de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque geste, chaque déclaration alimente une atmosphère déjà explosive. L'image d'unité, autrefois soigneusement gérée, apparaît désormais criblée de fissures. Et au moment même où la famille royale pouvait le moins se permettre davantage de troubles, l'annonce d'aujourd'hui a ébranlé la nation. C'est une annonce décrite comme à la fois tragique et monumentale. Une annonce qui remodèlera sans aucun doute la façon dont la monarchie est perçue au pays et à l'étranger. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de la couronne? Comment le public réagira-t-il à un nouveau coup porté à la fragile position de la famille royale? Et surtout, cela marque-t-il le début d'un changement irréversible dans le pouvoir royal? Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Pensez-vous que l'influence de Camilla est maintenant plus grande que jamais? Ou est-ce le moment pour William de s'affirmer fermement sous les projecteurs? Londres s'est réveillée à son rythme habituel. Les touristes à Buckingham Palace, les gardes dans une immobilité parfaite, et les portes du palais brillant sous la lumière matinale, projetant une stabilité intemporelle. Pourtant, derrière la grandeur, un malaise se préparait. En milieu de matinée, l'ambiance a changé. Les journalistes se sont agités, les caméras se sont réalignées et le secrétaire de presse royal est apparu. Sa posture tendue trahissait la gravité du moment. Lorsqu'il a parlé, sa voix ferme masquait un tremblement. La santé du roi était bien plus grave que ce que le palais avait admis. En un instant, l'image de contrôle s'est brisée et le monde a réalisé que la façade soigneusement gardée de la monarchie commençait à s'effondrer. En un seul instant, des mois de spéculation se sont concrétisés. Les rumeurs qui avaient autrefois persisté concernant la fatigue, les réunions brusquement annulées, les visites secrètes chez des spécialistes, n'étaient plus des murmures. Elles ont maintenant été mises à nu noir sur blanc. Le secrétaire de presse a peut-être essayé de paraître calme, mais la vérité qu'il portait a brisé l'illusion de contrôle. Quelque chose à l'intérieur de la monarchie, quelque chose de vital, était en train de s'effondrer. Les caméras se sont rapidement braquées sur les membres de la famille royale présents. Chaque visage racontait sa propre histoire, non dite mais indubitable. Le prince William se tenait rigide, la mâchoire serrée, ses yeux reflétant à la fois une colère refoulée et une détermination inébranlable. Il assumait clairement un rôle plus grand que lui, le poids de la couronne pesant déjà sur ses épaules. À ses côtés, Catherine, toujours l'incarnation de la grâce, semblait calme à première vue. Pourtant, pour ceux qui l'observaient de près, l'inquiétude était là, gravée dans le léger resserrement de ses lèvres et dans la manière prudente dont elle tenait sa posture. Elle était stable, mais pas insensible. Et puis, il y avait le roi Charles. Sa vue en a surpris plus d'un. Il paraissait distant, fragile et alarmant, comme si l'âge et la responsabilité l'avaient vidé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il ne ressemblait pas à un homme prêt à diriger une nation. Il ressemblait à quelqu'un qui s'éteignait doucement, luttant à la fois contre le temps et le destin.
Sa présence, aussi fragile fût-elle, jetait une longue ombre sur le moment, un rappel de la vulnérabilité humaine au sein de la grandeur royale. Mais la partie la plus choquante de cette matinée n'était peut-être pas qui était là, mais qui était absent. L'absence de la reine Camilla n'est pas passée inaperçue. En fait, elle est rapidement devenue le silence le plus assourdissant de la journée. Des questions ont surgi immédiatement. Était-elle souffrante? Avait-elle été délibérément tenue à l'écart des caméras? Ou y avait-il quelque chose de plus profond et de bien plus troublant caché derrière son absence? Pendant des siècles, la monarchie a vécu grâce au pouvoir des symboles. Les apparences comptaient plus que les mots, et le silence était souvent le message le plus puissant de tous. Pourtant, dans ce cas précis, le silence entourant la reine Camilla criait plus fort que n'importe quelle annonce officielle. Il a laissé le public agité, spéculant et avide de réponses. Les organes de presse se sont bousculés pour interpréter la situation, chacun offrant ses propres théories. Certains ont suggéré qu'elle protégeait sa santé. D'autres pensaient qu'elle se protégeait de la tempête émotionnelle. Des voix plus audacieuses ont fait allusion à des tensions au sein du palais, des conflits qui avaient été soigneusement cachés jusqu'à présent. Quelle que soit la vérité, un fait était indéniable. Son absence avait amplifié le sentiment de crise. L'image de la famille royale, autrefois si soigneusement entretenue, se fissurait sous les yeux du monde entier. Derrière les portes polies et les traditions ancestrales, la monarchie était confrontée à quelque chose qu'elle avait toujours craint. L'incertitude et l'incertitude, lorsqu'elles sont enveloppées de robes royales, ne sont pas seulement personnelles, mais nationales. Ce matin-là, ce qui avait commencé comme une journée apparemment normale à Londres s'est transformé en un chapitre de l'histoire qui se déroule encore. La foule devant le palais ne voyait plus seulement des portes en fer et des gardes en uniforme. Il contemplait maintenant le silence inquiétant d'une dynastie se tenant à un carrefour où chaque regard, chaque absence et chaque mot chuchoté portait le poids du destin. La santé de Charles s'est-elle tellement détériorée? Depuis quand lutte-t-il contre ce problème de santé? Examinons les détails de l'état de santé du roi Charles. La santé déclinante du roi Charles. Le roi Charles III traverserait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, avec des inquiétudes croissantes concernant sa santé et son héritage. Alors que Buckingham Palace garde le silence, des sources internes suggèrent que le monarque lutte à la fois contre la fragilité et le poids de son règne. Ce qui a commencé comme une intervention de routine pour une hypertrophie de la prostate au début de 2024 a révélé un diagnostic plus grave, un cancer. Depuis lors, son état se serait aggravé, soulevant des questions sur sa force pour continuer. Derrière les murs du palais, on dit que le roi affronte la maladie avec courage, même si le public est tenu à l'écart de toute la vérité. À 76 ans, Charles n'est pas étranger aux exigences du devoir, ni aux conséquences physiques d'une vie longue et active. Mais ceux qui le connaissent bien décrivent un homme qui s'appuie désormais sur une canne pour gérer même les mouvements les plus simples. Récemment, des photographies prises à Sandringham, son domaine de campagne de 20 000 acres dans le Norfolk, l'ont révélé s'appuyant fortement sur une canne en bois alors qu'il se promenait dans les allées soignées du jardin Topiary. En apparence, les images publiées sur la page Instagram officielle de Sandringham semblaient rassurantes. Charles souriait, paraissait joyeux et était entouré de la beauté sereine du domaine, mais ceux qui le connaissent le mieux insistent sur le fait que le public ne voit qu'un seul côté de l'histoire. Selon des sources internes du palais, le roi fait bonne figure, masquant sa douleur avec une démonstration d'optimisme presque obstinée. Il sait que la fin approche, a confié une source, décrivant comment le monarque, autrefois vigoureux, traîne maintenant lentement les pieds, une ombre de l'homme qu'il était autrefois. La canne, symbole de sa fragilité croissante, est devenue à la fois une aide physique et un rappel silencieux de sa mortalité.
Des rapports suggèrent également que le roi s'est tourné vers l'alcool, en particulier le whisky, dans une tentative d'atténuer l'inconfort incessant et le désespoir qui l'accompagne. « Il tape sur la bouteille », a dit une autre source, ajoutant que la combinaison d'une santé déclinante et d'une tension émotionnelle pèse lourdement sur lui. Ce n'est pas, se sont-ils lamentés, la fin que Charles ou quiconque de son entourage aurait imaginée. Un homme fier affaibli, non seulement par la maladie, mais par le chagrin de savoir que le temps s'échappe. S'ajoutant à ce fardeau émotionnel, il y a la tension non résolue avec son plus jeune fils, le prince Harry. Leur relation, tendue depuis des années, est restée une source de douleur pour Charles tout au long de son règne. De nombreux observateurs estiment que ce lien brisé n'a fait qu'approfondir le trouble intérieur du roi, le laissant aspirer à la réconciliation, tout en faisant face à la dure réalité que les occasions de réparer la brèche pourraient s'épuiser. Malgré ces difficultés, Charles continue d'exercer ses fonctions du mieux qu'il peut. Ses apparitions, bien que moins nombreuses, sont soigneusement gérées pour projeter la stabilité et rassurer le public et le Commonwealth dans son ensemble. Ceux qui l'ont vu ces derniers mois disent qu'il puise dans des réserves de détermination pour remplir son rôle, même si son corps le trahit. Son calme en public, contrastant avec les rapports de souffrance privée, brosse le portrait d'un monarque incarnant le stoïcisme face à l'adversité. Ce qui ressort de ces récits n'est pas simplement l'histoire d'un homme luttant contre la maladie, mais celle d'un roi aux prises avec le double poids de la douleur personnelle et de la responsabilité publique. Pour un monarque qui a passé la majeure partie de sa vie à attendre de monter sur le trône, la cruelle ironie d'être frappé par la maladie si tôt dans son règne n'échappe à personne. Aux yeux du monde, le roi Charles III est toujours le souverain, toujours la figure de proue d'une institution vieille de plusieurs siècles. Mais derrière les murs du palais, selon ses proches, il est aussi un homme confronté à la fragilité, au regret et à l'inévitabilité de la fin de la vie. L'histoire retiendra-t-elle cela comme une fin triste ou comme le chapitre final, courageux d'une vie longue et complexe? Cela dépendra de la façon dont les prochains mois se dérouleront. Outre la santé fragile du roi, y a-t-il eu une autre annonce qui a si durement touché les fans de la famille royale? Découvrons-le. Le retour de l'ombre de Diana. Alors que la Grande-Bretagne luttait pour accepter les rapports troublants sur la santé déclinante du roi Charles, le palais a fait une autre annonce. Une annonce qui a éclaté comme un coup de tonnerre dans tout le pays. Cette fois, il ne s'agissait pas du roi, mais de son fils et héritier, le prince William, aux côtés de son épouse, la princesse Catherine, qui ont révélé ce qu'ils ont appelé l'initiative Diana. En apparence, l'annonce semblait simple. Un projet axé sur la réforme, conçu pour moderniser et élargir le travail de bienfaisance de la monarchie. Il a été présenté comme la prochaine étape pour rapprocher la famille royale des valeurs et des luttes de la Grande-Bretagne moderne. Pourtant, c'est le choix du nom qui a transformé cette initiative en quelque chose de bien plus grand qu'un simple programme royal. En invoquant le nom de sa défunte mère, William ne se contentait pas de lancer un nouvel effort. Il ravivait un souvenir que la monarchie avait passé près de 3 décennies à essayer de contrôler, à adoucir, à enfouir sous des couches de récits officiels. La simple mention du nom de Diana a ouvert de vieilles portes et ravivé des émotions qui ne s'étaient jamais vraiment estompées. La princesse Diana, décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris en 1997, est restée l'une des figures les plus influentes de l'ère moderne. Son impact ne se mesurait pas seulement à sa beauté ou à son titre, mais à son humanité. Diana a établi des liens avec les gens d'une manière que peu de membres de la famille royale ont osé faire. Elle a refusé d'être une figure de proue enfermée derrière les portes du palais. Au lieu de cela, elle est entrée dans la douleur du monde et a offert de l'empathie. Elle a serré dans ses bras des patients atteints du sida à une époque
où la peur et la stigmatisation les isolaient. Elle a marché dans des champs de mines non pas comme un coup d'éclat, mais pour mettre en lumière des dangers oubliés. Elle a parlé avec une honnêteté qui a choqué l'establishment, mais a réconforté les gens ordinaires. Ses actes l'ont gravée à jamais dans la mémoire mondiale. Non pas comme une reine qui ne l'a jamais été, mais comme une princesse du peuple qui le sera toujours, maintenant, en nommant l'initiative d'après elle. William et Catherine reliaient directement l'esprit de Diana au présent et à l'avenir de la monarchie. Ce n'était plus seulement un travail de bienfaisance. C'était un travail d'héritage. Quelques heures après l'annonce, les plateformes de médias sociaux se sont illuminées. De vieilles images de Diana ont refait surface. Son étreinte chaleureuse aux enfants malades, son rire spontané, son sourire tendre, qui semblait aller au-delà de l'objectif de la caméra. Pour des millions de personnes à travers le monde, c'était comme si Diana elle-même était revenue, non pas encore, mais à travers son fils et son épouse, reprenant enfin la place que l'histoire lui avait refusée au sein de l'institution royale. Mais derrière les murs du palais, la réaction était beaucoup plus compliquée. Ce qui ressemblait à un hommage sincère au public est apparu à d'autres comme un acte audacieux, voire rebelle. Pour le roi Charles, l'initiative Diana a remué des fantômes qu'il avait essayé de garder enfouis. Elle lui a rappelé des chapitres douloureux, l'effondrement de son mariage, les scandales qui ont suivi et l'ombre durable d'une femme dont la présence semblait définir son règne, même en son absence. Pour lui, cette initiative ne concernait pas seulement la bienfaisance. C'était une réouverture de blessures qui ne s'était jamais vraiment cicatrisée. Pour la reine Camilla, l'annonce a été encore plus pénible. Après des décennies passées à reconstruire soigneusement son image, à gagner la confiance d'un public sceptique et à trouver lentement sa place aux côtés du roi, le nom de Diana est redevenu omniprésent, éclipsant tout le reste. Pour beaucoup, Diana restait la véritable reine de cœur. Et maintenant, sa mémoire était ravivée au cœur même de la vie royale. Les efforts minutieux de Camilla risquent d'être anéantis en un instant. Son absence lors d'événements publics récents, autrefois rejetée comme une coïncidence ou un problème de santé, a commencé à prendre un nouveau sens. Des sources internes ont chuchoté qu'elle s'était intentionnellement éloignée, réticente à approuver un projet qui pourrait diluer le message de la monarchie et réduire son rôle dans l'histoire de la couronne. Pourtant, avec Charles affaibli, sa voix s'estompait. William et Catherine, semblait-il, n'attendaient plus la permission. Ils s'avançaient avec confiance, revendiquant non seulement l'avenir de la monarchie, mais aussi son âme. L'initiative Diana était plus qu'un programme. C'était une déclaration au monde. C'était l'héritage de Diana qui renaissait pour le palais. C'était une révolution silencieuse. L'initiative du prince William a-t-elle été accueillie à bras ouverts? Y a-t-il eu des critiques silencieuses ou ouvertes à l'égard de l'initiative? Examinons les détails des rivaux qui se sont silencieusement opposés à l'initiative. Les rivalités silencieuses et les subtils changements de pouvoir pour le monde extérieur. Tout semblait calme et ordonné. La monarchie suivait son rythme habituel. Coupe de ruban, gala de charité, poignées de main avec des dignitaires et photographies soigneusement mises en scène conçues pour projeter l'unité et la force. Pour un observateur occasionnel, rien ne semblait inhabituel. Pourtant, derrière ces moments publics scintillants, une histoire différente se déroulait tranquillement. Sous la surface polie de la tradition et de la cérémonie, un changement subtil mais indubitable de pouvoir avait commencé. Ce sont les journalistes qui ont capté l'odeur en premier. Les reporters qui suivaient de près le calendrier royal ont remarqué que le rythme de la monarchie changeait. Kensington Palace, qui abrite le prince William et la princesse Catherine, générait soudainement plus de titres, plus d'attention et plus d'enthousiasme que Clarence House,
le siège du roi Charles et de la reine Camilla. Dans les briefings de presse, dans les reportages et même dans les colonnes de potins, l'attention s'est portée sur William et Catherine. Les conseillers qui servaient autrefois Charles, avec une loyauté absolue, réorientaient maintenant leurs énergies. Ils ont commencé à élaborer des stratégies qui plaçaient William au centre de l'attention. Pas son père. Même les réunions du palais, qui tournaient autrefois autour de la présence du roi, ont progressivement pris un nouveau ton, façonné autour de l'air à la place. Le prince William, longtemps considéré comme prudent et quelque peu réservé, a semblé se transformer presque du jour au lendemain. L'hésitation qui définissait autrefois sa personnalité publique a cédé la place à une confiance tranquille mais indéniable. Ses discours ont commencé à résonner avec une conviction plus forte. Sa voix portait du poids. Ses mouvements, autrefois prudents et discrets, révélaient maintenant un but et une intention. Il n'avait plus l'air d'un homme qui attendait simplement qu'on lui remette la couronne. Il avait l'air de quelqu'un qui en portait déjà le poids sur ses épaules. Et à chaque pas se tenait Catherine, la princesse de Galles. Elle n'était pas seulement un personnage secondaire, elle était l'encre de l'influence croissante de William, là où les apparitions de Camilla semblaient parfois scénarisées et calculées. La présence de Catherine rayonnait en nous et de sincérité. Chaque visite à l'hôpital, chaque engagement scolaire, chaque échange chaleureux avec des gens ordinaires mettait en valeur son don naturel pour la connexion. Son authenticité a fait d'elle le visage le plus fiable de la monarchie. Sondage après sondage a confirmé ce que le public ressentait déjà. Sa popularité montait en flèche. Elle n'était pas simplement admirée. On lui faisait confiance. Et dans cette confiance, elle a dépassé Camilla, parfois même rivalisant avec Charles lui-même. L'attention, non dite depuis des mois, s'est finalement révélée dans un moment subtil, mais révélateur. Lors d'un déjeuner de charité, on a demandé à Camilla ce qu'elle pensait de l'initiative Diana, un projet honorant la défunte princesse de Galles. Avec un sourire poli, elle a répondu « La monarchie a toujours servi avec dévouement. Nous n'avons pas besoin d'invoquer le passé pour le prouver. » C'était une réponse mesurée, soigneusement formulée, mais pour le monde, elle portait une autre signification. La presse a lu entre les lignes. Beaucoup l'ont interprétée comme un rejet voilé de l'héritage de Diana et, par extension, de Catherine, qui avait repris la mémoire de Diana dans le cadre de sa mission. En quelques heures, les gros titres ont éclaté de spéculations. Les médias sociaux ont explosé, la présentant comme un affrontement entre deux femmes. Camilla, incarnant l'ancienne garde, et Catherine, symbolisant le renouveau. Catherine n'a pas répondu immédiatement. Elle a attendu. Quelques jours plus tard, lors d'un événement modeste dédié à l'initiative, elle a parlé avec une autorité calme. Regardant le public, elle a déclaré « Ce travail ne concerne pas le passé. Il s'agit de l'avenir que nous construisons ensemble. » La déclaration était simple, mais son poids était indubitable. Elle ne se contentait pas de protéger la mémoire de Diana. Elle la faisait avancer, l'intégrant au prochain chapitre de la monarchie. Et une fois de plus, le public s'est tourné vers elle. Elle avait réussi à transformer une rivalité potentielle en une déclaration de vision, que les gens ont trouvée à la fois inspirante et pleine d'espoir. À l'intérieur du palais, les murmures sont devenus plus forts. Le personnel qui avait autrefois soigneusement évité les comparaisons a maintenant admis ce qui était évident. L'influence se déplaçait lentement, régulièrement. Le pouvoir s'éloignait de Charles et de Camilla pour aller vers William et Catherine. Ce n'était pas une rébellion, ni une demande d'abdication. C'était quelque chose de plus calme, de plus délibéré, un rééquilibrage, un mot soigneusement choisi, un geste réfléchi, une absence stratégique à la fois. La monarchie n'avait pas encore officiellement changé de main, mais dans l'esprit de beaucoup, la presse, le public,
et même les initiés du palais, l'avenir était déjà là, et ces noms étaient William et Catherine. L'opposition s'est-elle simplement estompée naturellement avec le temps? S'est-elle transformée en une nouvelle ouverture d'anciennes blessures? Examinons les détails des nouvelles failles qui ont suivi l'annonce de l'initiative. Anciennes blessures, nouveaux conflits, les rivalités au sein de la famille royale sont rarement simples, et celle-ci ne fait pas exception. Au moment même où il semblait que la tension s'était apaisée, une autre figure puissante est entrée en scène, la princesse Anne. Anne est depuis longtemps respectée pour sa loyauté inébranlable, son honnêteté directe et parfois cinglante, et son dévouement sans relâche au devoir. Contrairement aux autres, elle s'intéresse peu aux drames et aux murmures qui tourbillonnent souvent dans les couloirs du palais. Pourtant, même quelqu'un d'aussi discipliné qu'Anne ne pouvait pas cacher son irritation éternellement. Derrière les apparences polies, des initiés disent qu'elle est devenue ouvertement frustrée par Camilla. Ce qui a rendu leur faille remarquable n'était pas seulement son acuité, mais son histoire. C'était une tension enracinée dans des décennies de relations emmêlées. Pour retracer les débuts, il faut remonter au début des années 1970. À cette époque, Anne était étroitement liée à Andrew Parker B.S., le fringant officier de cavalerie qui a épousé plus tard Camilla. Bien que leur lien se soit finalement refroidi, la connexion était suffisamment importante pour laisser sa marque. Lorsque Camilla s'est ensuite impliquée avec Charles, le futur roi, la situation est devenue encore plus compliquée. Ce qui aurait pu rester un inconfort privé s'est lentement transformé en un coin de lit de toute une vie entre les deux femmes. Dans les années 1980, le scandale du triangle amoureux, Charles, Camilla et Diana, n'était plus un simple potin. Il est devenu une blessure ouverte pour la famille royale. L'humiliation que Diana a subie a été ressentie par toute la nation. Et Anne, qui admirait la force de Diana, n'a jamais oublié la douleur. Elle a trouvé difficile, voire impossible, de pardonner à Camilla son rôle dans cette affaire. Pour Anne, il ne s'agissait pas seulement de loyauté personnelle, mais de la dignité de la monarchie elle-même. Lorsque Charles a finalement épousé Camilla en 2005, certains ont cru que le temps qui passait adoucirait les vieilles blessures. Pourtant, l'attitude d'Anne racontait une autre histoire. Elle est restée civile, mais sa chaleur était absente. Elle était courtoise en public, mais visiblement froide. Son ton et ses actions portaient souvent des signaux subtils selon lesquels Camilla ne serait jamais une véritable reine à ses yeux. Les proches d'Anne affirmaient qu'elle considérait Camilla comme une étrangère permanente, acceptée par nécessité, mais jamais embrassée. Les événements récents n'ont fait que ramener cette tension au premier plan. Lorsque Camilla a été reconnue pour son travail d'alphabétisation à l'Université de Londres, beaucoup ont noté un petit moment révélateur alors que les deux femmes se préparaient à partir. Anne a laissé Camilla passer devant. Pour l'observateur occasionnel, cela ressemblait à un geste de respect, à l'ordre naturel de préséance, mais ceux qui connaissaient leur histoire l'ont interprété différemment, non pas comme de la déférence, mais comme une défiance silencieuse, un refus de reconnaître véritablement le rang de Camilla. Dans le monde d'Anne, la courtoisie pouvait être une arme autant que la gentillesse. Peu de temps après, Camilla a annoncé son retrait d'un événement royal majeur, invoquant la maladie. En apparence, cela semblait banal. Les engagements royaux sont exigeants, et la santé doit passer en premier. Pourtant, le moment choisi a suscité des questions dans la presse et derrière les portes du palais. Camilla était-elle réellement souffrante ou se retirait-elle délibérément? Certains ont spéculé qu'elle était fatiguée de se battre pour sa place au centre de la monarchie. D'autres se sont demandé si elle était discrètement écartée. La frontière entre le choix personnel et la stratégie du palais s'est estompée, et les murmures n'ont fait que s'amplifier. Pendant ce temps, Anne a continué comme elle l'avait toujours fait. Son emploi du temps est resté chargé, sa présence stable.
Là où Camilla paraissait fragile, Anne semblait inébranlable. Le contraste entre les deux femmes est devenu presque symbolique. Camilla, s'effaçant parfois dans le fond, semblait représenter les luttes de la monarchie, ses fissures, ses controverses, ses moments de faiblesse. Et en revanche, Anne incarnait la résilience, la discipline et une force tranquille qui rassurait le public. Pour de nombreux observateurs, cette dynamique brossait un tableau saisissant de l'avenir de la monarchie. D'un côté se tenait Camilla, accablée par le passé et se battant pour sa légitimité. De l'autre se tenait Anne, ferme et inébranlable, assumant les devoirs de la couronne avec un sérieux qui ne faiblissait jamais. Et derrière elles deux s'élevait la jeune génération, William, Catherine et leurs enfants, prêts à revendiquer leur place dans un monde en mutation. En fin de compte, l'histoire d'Anne et de Camilla ne concerne pas seulement deux femmes en conflit. Il s'agit de ce qu'elles représentent, l'affrontement des vieilles blessures et des responsabilités actuelles, la lutte entre les ombres qui s'estompent et le devoir durable, et la question tacite de savoir quel type de monarchie émergera de ces rivalités. Quelles sont les implications des annonces sur la monarchie? L'opposition réussira-t-elle à redéfinir l'initiative? La couronne sera-t-elle capable de supporter le poids du drame qui pourrait se jouer dans les années à venir? Découvrons-le. Les ombres derrière la couronne. Pendant plus d'un millénaire, la monarchie britannique a survécu aux guerres, aux scandales, aux abdications et aux révolutions. Mais aujourd'hui, son plus grand défi se trouve à l'intérieur. Le roi Charles, après 70 ans d'attente, porte enfin la couronne. Pourtant, son règne risque déjà d'être éclipsé par l'héritage de la reine Élisabeth et le souvenir impérissable de Diana, la princesse du peuple. Au lieu d'être un monarque réformateur, Charles pourrait être perçu comme celui qui préside une transition, tandis que d'autres se préparent tranquillement à l'avenir. La reine Camilla fait face à sa propre bataille. Autrefois méprisée, elle s'est battue pour assurer sa place. Mais le fantôme de Diana et la popularité croissante de Catherine, princesse de Galles, projettent de longues ombres. Bien que couronnée, Camilla craint l'insignifiance. Son rôle risque d'être éclipsé non pas par un scandale, mais par la force de l'histoire et le sentiment du public. La monarchie perdure, mais le pouvoir se déplace à l'intérieur de ses propres murs. William et Catherine portent le fardeau le plus lourd de tous. C'est à eux qu'appartient l'avenir de la monarchie. Le public les considère comme des symboles de la modernité, comme le couple qui peut insuffler de la vie à une couronne ancienne sans la briser. Pourtant, cette attente est un poids dangereux. Ils doivent se moderniser, mais ne jamais paraître rebelles. Diriger, mais ne jamais donner l'impression qu'ils arrachent le trône des mains de Charles. Ils doivent faire avancer la monarchie tout en honorant à jamais le passé. Un passé hanté par Diana, dont l'image persiste à la fois comme une source d'inspiration et une comparaison implacable. Ensuite, il y a la princesse Anne, toujours vigilante, toujours stable. Elle ne se bat pas pour les projecteurs. Pourtant, sa force tranquille rend sa présence inévitable. En elle, les gens voient la loyauté et la stabilité dont la monarchie a tant besoin, même si ses autres membres se débattent avec la rivalité et les rumeurs. Tous ces personnages, Charles, Camilla, William, Catherine, Anne et même l'esprit persistant de Diana, forment les fils d'une tapisserie qui est lentement retissée. La couronne ne s'effrite pas, mais elle se déplace. Le pouvoir se déplace d'une manière qui ne peut pas toujours être dite à voix haute. Et ainsi, le monde regarde, posant des questions auxquelles aucun communiqué de presse royale ne répondra jamais. William est-il préparé à prendre le trône plus tôt que quiconque ne l'admet? Le retrait de Camilla des projecteurs est-il temporaire ou le début de sa discrète éclipse? Charles est-il déjà devenu plus une figure de proue qu'un roi? Et le plus troublant de tous, Diana dans la mort est-elle revenue pour façonner à nouveau l'histoire?
sa mémoire se frayant un chemin dans les salles du palais. La monarchie prospère grâce au silence. Son plus grand pouvoir s'est toujours trouvé non pas dans les proclamations, mais dans les murmures, dans les absences, dans les regards échangés lors de cérémonies soigneusement mises en scène. Pourtant, le silence ne peut pas masquer la réalité éternellement. Quelque chose se déplace derrière les sourires polis et les couronnes étincelantes. Le changement se produit au vu et au su de tous. La monarchie ne s'effondre pas. Elle est remodelée délibérément, stratégiquement et discrètement. Et alors que le monde se penche de plus près pour assister à cette transformation, une vérité devient claire. Les secrets les plus profonds de la monarchie ne sont pas écrits dans des discours officiels ou gravés dans des monuments de pierre. Ils vivent dans la rivalité, dans la mémoire et dans le silence qui parle plus fort que les mots. La couronne perdurera comme elle l'a toujours fait. Mais la question la plus pressante maintenant n'est pas de savoir si elle survivra. C'est sur la tête de qui elle reposera demain.